La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de B2B en partenariat avec la GFI et Frédéric Lelièvre, son rédacteur en chef. Bonjour Frédéric. Bonjour Vincent Magny. Alors, j'ignore si vous êtes un pro du tri des déchets ou du recyclage. De mon côté, je fais des efforts, mais il y a encore des progrès à faire. L'enjeu n'est pas qu'individuel, il concerne toute l'économie, toute la société, afin de mieux gérer nos ressources, car les déchets, ce sont aussi des ressources qui n'ont pas uniquement pour à être toutes incinérées. Et pour en parler, nous recevons un spécialiste de la gestion de ces déchets. Il dirige Helvetia Environnement depuis 2009. Vincent Chapelle, bienvenue dans B2B. Bonjour, merci. Merci de nous accorder du temps aujourd'hui sur ce plateau. On démarre cette émission tout de suite avec le portrait. Vincent Chapelle, dans la première partie de cette émission, on va s'intéresser à votre vision de l'économie circulaire, à votre rapport aussi aux déchets dans la vie quotidienne. Qu'est-ce qui a déjà déclenché chez vous cette envie de vous investir dans ce domaine-là en particulier ? À la base, j'ai un parcours d'ingénieur et le début de ma carrière, je l'ai fait dans l'industrie pendant globalement une grosse dizaine d'années. Et assez vite, je me suis interrogé sur le sens de ce que je pouvais faire. On était dans les années 90-2000. Et je me suis dit, c'est bien beau, tout ce que l'on fabrique, ces produits industriels, ces produits de consommation que je pouvais fabriquer, m'ont amené à me questionner sur le sens de tout ça. Et j'ai décidé à un moment donné de réorienter mon parcours professionnel et ma carrière. Et donc, j'ai eu la chance de reprendre cette entreprise Helvetia Environnement dans le secteur de la gestion du déchet. Il y a eu un événement déclencheur, une image, vous avez une photographie de ce moment où vous avez dit, tiens, peut-être faudrait faire quelque chose ? Oui, on voyait bien arriver cette folie consumérisme autour, en particulier de la crise des subprimes, pour moi, qui m'avait fortement marqué en 2008. C'était un peu avant 2008, je me souviens assez bien. Je me disais, mais tout ça va aller où ? Ce monde dans lequel on vit tous et pour lequel on vit aussi, finalement, ça va nous amener où ? Donc ça a été une vraie question. Et les subprimes ont été pour moi une énorme... cette crise américaine, là, a été pour moi un énorme déclencheur où je me suis dit, non, tu ne peux pas continuer comme ça. Et c'est là où j'ai vraiment décidé de réorienter mon parcours. Avec des changements aussi, on peut l'imaginer dans la vie personnelle, par exemple avant d'acquérir un quelconque bien de consommation, vous pensez aux déchets que cet acte d'achat vont générer ou pas forcément ? Je suis peut-être mal placé, je ne suis pas quelqu'un qui achète beaucoup, je ne suis pas quelqu'un qui fait partie de ces sociétés de consommation. Je n'ai jamais été un très grand consommateur. J'observe les consommateurs, comment dire, un peu acharnés qui passent leur samedi ou une bonne partie de leur week-end dans les supermarchés avec une certaine distance, parce que ça m'a toujours interpellé, ça m'a toujours questionné. Mais force est de constater que la vie des hommes est faite comme ça. Personnellement, j'ai jamais été dans cette mouvance-là. Donc, non, c'est pas mon engagement au sein d'Helvetia Environnement et la reprise de cette entreprise qui a modifié vraiment mes habitudes de consommation. J'étais déjà, je crois, un espèce de low consommateur. Je crois que je le suis resté. J'ai modifié les choses, effectivement, au fil du temps, en particulier la mobilité. Aujourd'hui, j'utilise quasiment plus de voiture. J'ai fait 10 000 km en vélo électrique l'année passée. Vous voyagez quand même, vous prenez l'avion ? Oui, je voyage parce que j'aime pas opposer les choses. Donc, quand on prend la grande fresque des émissions de CO2, on se rend émissions carbone dans le monde, on se rend compte que finalement le transport aérien, qui est souvent pointé du doigt comme étant un des gros pollueurs, est loin d'être le gros pollueur. Voilà. Bien avant, il y a d'autres types d'industries qui polluent. La construction, par exemple. La construction, bien entendu, l'énergie, qui est la première source d'émissions de CO2 dans le monde, c'est la production d'énergie, principalement les centrales à charbon, pour produire du gaz ou de l'électricité. Donc, le transport aérien est bien derrière tout ça. Ensuite, à titre personnel, je pense que prendre l'avion de façon modérée, bien entendu, pour aller découvrir ce qui se passe dans d'autres pays du monde, dans d'autres zones du monde, pour s'ouvrir l'esprit et comprendre un peu mieux comment fonctionne cette planète, pour moi, ça fait partie de la richesse d'une vie.
Donc, je n'oppose pas cette idée d'une consommation responsable et d'une interdiction de prendre l'avion et les transports aériens. À titre personnel, c'est un choix. J'essaye de choisir des compagnies respectables de l'environnement qui, en général, ont mis en place des programmes de compensation CO2 et je paye, à titre personnel, de façon volontaire, ma compensation CO2. Revenons aux déchets domestiques. Difficile d'en parler sans évoquer Bea Johnson, cette Française installée aux États-Unis. Elle a sorti un livre en 2013 déjà intitulé Zéro déchet, dans lequel elle explique sa méthode en fait pour réduire à 1 litre de déchets produits en une année, 1 litre, moins d'1 litre même pour une famille de 4 personnes. Elle explique comment elle fait avec plein de conférences à travers le monde. Alors ça passe par l'achat de produits en vrac, le boycott aussi des emballages. Ça demande beaucoup d'efforts, mais finalement les résultats sont là. Qu'est-ce que vous en pensez? On devrait tous s'y mettre? C'est la solution? C'est un peu la même chose que celle du transport aérien de votre question précédente. Opposer les choses me gêne toujours. J'aime pas opposer l'un et l'autre. On peut avoir une consommation responsable en choisissant l'achat de produits avec peu d'emballage, etc., etc. Ok. Et puis on peut aussi avoir une consommation responsable en ayant des produits de consommation qui eux-mêmes ont fait l'objet en amont d'une réflexion sur la recyclabilité des emballages, les filières en place. Donc l'un ne s'oppose pas à l'autre. Oui, on peut moins émettre de déchets, et je pense que c'est important de moins émettre de déchets, mais oui aussi, on doit progresser dans la mise en place de filières permettant le recyclage avancé de produits qui facilitent, quoi qu'on en dise, la vie. Je veux dire, des produits qui ont été packagés permettent à des produits de voyager de façon plus sécurisée. Pourquoi on a mis des emballages autour de produits alimentaires? On les a mis pour une raison simple, pour des questions sanitaires, pour des questions d'hygiène. C'est comme ça qu'on les a mis, pour réduire les épisodies. N'oublions pas que la poubelle, le nom poubelle, a été inventé par Eugène Poubelle, préfet de la ville de Paris au XVIIIe siècle. Il est préfet, il est également médecin et il constate une énorme évolution des épidémies dans les grandes agglomérations et dans sa grande agglomération qui est Paris. Raison pour laquelle il invente la poubelle qui est maintenant à son nom. Donc, opposer l'un et l'autre me gêne toujours. Vous parlez d'être responsable, il y a la consommation responsable. On est ici à Genève, où c'est un des cantons dans lequel il n'y a pas de taxe au sac poubelle. Vous pensez que c'est une incitation qui peut aider tout le monde à faire les bons gestes, ou bien non, on n'a pas besoin de ce genre d'instrument pour progresser? Je ne crois pas, et d'ailleurs on le voit dans les statistiques de la mise en place de la taxe poubelle dans d'autres cantons. Il y a eu des effets très positifs la première période où la taxe au sac a été mise en place, et puis ensuite, finalement, les choses se tassent, et puis finalement, ça devient un impôt additionnel. Donc, étant libéral, entrepreneur libéral de nature, je suis plutôt contre l'idée de taxer les gens pour qu'ils puissent devenir responsables. Je pense qu'on peut éduquer les gens, on peut leur faciliter la vie. Je crois beaucoup plus à ce que j'appelle faciliter le geste de tri à la maison, dans son entreprise, dans sa vie quotidienne, faciliter en ayant des contenants identifiés, en regroupant des fractions, par exemple tous les emballages dans une seule et même poubelle, plutôt que de taxer les gens pour que, in fine, ils soient incités à faire un geste en faveur de l'environnement. Chez vous, il y a plein de poubelles partout, c'est un tri sélectif très strict? Alors, mes enfants disent souvent que à la maison, le garage ressemble à une déchetterie. Je dois l'admettre, c'est assez vrai. Peut-être une déformation professionnelle, mais en tout cas, à la maison, on est très attaché effectivement au tri. Oui. Vous avez calculé combien de kilos de déchets votre famille produit chaque année? La moyenne suisse, on la connaît, elle est de l'ordre de 700, entre 700 et 730 kilos par an, par habitant. Malheureusement, je ne déroge pas à cette règle-là. Je dois être un peu inférieur parce qu'on doit consommer un petit peu moins. Mais je dois me situer entre 600. On doit se situer, à mon avis, à la maison et dans notre famille, entre 650 et 700 kilos par an, par habitant, ce qui est colossal. Un mot rapidement de votre parcours, Vincent Chapelle. Alors, vous êtes ingénieur de formation, vous avez fait aussi un doctorat en ingénierie de gestion à l'école des mines à Paris. Votre thèse portait sur la croissance par l'innovation intensive, de la dynamique d'apprentissage à la révélation d'un modèle industriel, le cas Tefal. Vous l'avez terminé en 1997, cette thèse. Vous vous rappelez de ce cas Tefal?
Oui, je m'en rappelle bien. Je travaillais de nombreuses années sur le cas Tefal et puis la dynamique incroyable de cette entreprise. Comment une petite invention très, très, très banale, finalement, mettre du téflon, un revêtement anti-adhésif au fond d'une poêle. Comment finalement cette petite invention est devenue un produit mondial et une success story mondiale, hein. C'est vraiment un produit aujourd'hui qui s'est totalement généralisé partout dans le monde. Donc, ce qui m'avait fasciné dans cette idée de Tefal, c'était justement ça. C'était un produit finalement, somme toute banal à la base, qui, avec une toute petite innovation a priori, devenait en fait une success story mondiale. On n'était pas sur des produits hyper technologiques, on n'était pas sur des choses hyper complexes, bien que produire des millions d'articles ménagers par an à l'échelle industrielle, c'est un vrai challenge. Mais malgré ça, on n'était pas sur des produits high-tech, etc. Donc, c'est ce qui m'a fasciné. Je sortais d'une école d'ingénieur. Je me suis dit, c'est interpellant de voir comment une entreprise peut devenir une success story mondiale à partir d'une idée, finalement, somme toute, que tout le monde pourrait avoir, vous comme moi. Il y en a d'autres qui ont marqué votre attention depuis la thèse, d'autres de ces idées? Alors, à l'époque, j'avais beaucoup travaillé sur le cas Tefal. J'avais aussi beaucoup travaillé sur le cas Swatch, en particulier avec Nicolas Hayek, qui m'avait invité à plusieurs reprises à travailler avec lui sur la dynamique de Swatch et puis le concept de la Swatch. Donc, c'était quelque chose qui m'avait interpellé, et surtout la dynamique organisationnelle de Swatch, la dynamique d'innovation qui a donné lieu au groupe Swatch, qui est une success story helvétique remarquable. Donc ça, oui, c'est assez remarquable, je trouve. Il y en a d'autres. Je prends Urgo, par exemple, les pansements qui ont fait des choses absolument incroyables aujourd'hui. Ça ressemble à un pansement, mais ça n'a plus rien à voir avec les pansements de l'époque. C'est devenu des pansements antiseptiques. Il y a des systèmes de compite qui permettent de... Voilà, donc c'est des solutions techniques à la base, finalement simples, mais qui peuvent révolutionner la vie des gens. Moi, ces deux exemples qui me viennent là en ce moment. Un mot de votre histoire encore avec Helvetia Environnement, qui a été fondée en 2005. 2009, vous arrivez à la tête de l'entreprise, fondée par Jean-Charles et Pierre Chavat. Avec les fondateurs, vous détenez la majeure partie du capital. Investir des capitaux dans l'entreprise, lorsque vous êtes arrivé, c'était la condition pour en prendre la direction. Comment ça s'est fait? J'avais croisé un grand monsieur, Paul Rivier, qui était justement le président et directeur général de Tefal, qui m'avait un peu mentoré pendant toutes ces années quand je faisais mon travail de thèse de doctorat à l'école des mines, et qui un jour m'avait dit, écoutez, l'actionnaire est souverain. Donc, pour vous épanouir en tant qu'innovateur, pour vous épanouir en tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas d'autre choix qu'à un moment donné d'être impliqué, voire même de détenir le capital, parce que c'est la seule façon, finalement, d'être maître de son destin. Et cette phrase m'avait profondément marqué. Elle me marque d'ailleurs toujours. Et je crois qu'à ce moment-là, je me suis dit, tu seras un entrepreneur. En arrivant chez Helvetia Environnement, c'était la condition? Ça s'est fait tout de suite ou vous êtes devenu propriétaire après? Non, avant ça, j'avais déjà créé une première entreprise que j'avais revendue. J'avais racheté également deux autres entreprises avant de reprendre Helvetia Environnement. Et c'est en revendant ces deux autres entreprises que j'ai pu racheter en fait une partie du capital action de Helvetia Environnement. Mais c'était une condition. Je ne me serais jamais impliqué dans Helvetia Environnement sans être un acteur du capital. Helvetia Environnement est spécialisé dans la collecte, le tri, le recyclage de déchets. L'entreprise propose aussi une plateforme numérique pour aider ses clients à mieux gérer leurs propres déchets. Le groupe a été créé en 2005, vous l'avez rejoint en 2009, on vient de le dire. Il compte un peu plus de 500 collaborateurs, c'est 40 sites, un peu plus de 40 sites en Suisse, des deux côtés de la Sarine, y compris au Tessin, si je ne me trompe pas. Je suis sûr que parmi ceux qui nous regardent, plus d'un connaît les camions poubelles Transvoirie, voilà, pour incarner un de vos camions ou produits qui circulent dans les rues. On va regarder d'abord le modèle d'affaires de Helvetia Environnement. En quelques mots, Vincent Chapelle, comment l'entreprise gagne-t-elle de l'argent? Alors, le modèle d'affaires d'Helvetia Environnement est décomposé, pour faire simple, en trois grands compartiments. Les métiers de la collecte des déchets, que ce soit les camions Transvoirie. Et les camions, en particulier les camions Transvoirie, mais en Suisse alémanique, les camions SRS, puisque nous avons une autre marque en Suisse alémanique. Voilà, que ce soit la collecte pour les communes, la collecte pour les industries, pour les magasins, etc. Donc ça, c'est un modèle d'affaires de type prestation de service. On vend des prestations de service, des prestations de collecte. C'est le premier bloc.
Le deuxième bloc, c'est le métier à proprement parler du recyclage. Donc, ce sont nos centres de tri, Sogetri ici à Genève et en Romandie. Nous avons d'autres sociétés avec d'autres noms ailleurs en Suisse. Là, on est sur un modèle différent. C'est un modèle beaucoup plus industriel où, en fait, nous avons une gate fee, une taxe à l'entrée. Les clients qui nous confient, qui nous apportent leurs déchets, eh bien, nous payent, nous rémunèrent pour que l'on traite, que l'on valorise et que l'on élimine leurs déchets. Donc, ce sont des activités de traitement. À Genève, nous avons construit un centre de tri haute performance que l'on appelle Sortera, robotisé, qui traite un peu plus de 70 000 tonnes maintenant. Voilà, c'est un métier vraiment industriel et qui devient de plus en plus industriel. Collecte, tri, et le troisième? Le troisième, c'est la valorisation à proprement parler. Donc, c'est la revente de matières sur les marchés nationaux, mais surtout internationaux. La Suisse étant évidemment trop petite pour... toutes les filières n'existent pas, en particulier sur les plastiques ou sur certaines filières plus techniques. Et là, on est un producteur et un vendeur de matières issues de nos activités. Quel est aujourd'hui c'est un de ces déchets ou ces matières qui a le plus de valeur? Étonnamment, aujourd'hui, la matière qui a le plus de valeur, c'est les huiles végétales usagées, les huiles de friture. Ils sont utilisés comme carburant? Exactement. Avec la crise énergétique, les huiles végétales usagées, donc les huiles de friture qui servaient de façon très marginale à fabriquer du biocarburant ou à être introduits en qualité de biocarburant dans un mélange dans le carburant que l'on achète à la pompe, eh bien, est devenu en fait une denrée hyper rare. Et le prix des huiles végétales usagées a été multiplié par 3 en quasiment 12 mois. Voilà, parce que de nombreuses filières se sont mises en place et puis on a voulu développer, enfin, des filières se sont mises en place pour pouvoir produire du biocarburant et alimenter en substitution du carburant fossile les consommateurs. En 2021, le chiffre d'affaires était à peu près 118-120 millions de francs. Comment s'est passée l'année 2022? Où est-ce que vous en êtes? Après 2020 et 2021, après ces 2 magnifiques années Covid, que l'on a très très bien traversées, je dois dire, on est dans un secteur d'activité qui est effectivement résilient, celui de la gestion du déchet est considéré comme un secteur d'activité résilient. Coutume de dire que finalement on produira toujours des déchets, c'est correct, mais pas que. Forcément, on a eu une petite baisse d'activité en 2020, en 2021, ce qui est assez logique. 2022, c'était plus de 120 millions de francs de chiffre d'affaires. 2022 a été une année très atypique, qui a très très bien démarré et qui a été marquée par l'effondrement des cours justement de matières. Donc sur le troisième bloc que j'évoquais tout à l'heure, la partie valorisation des matières, où en fait, à compter de mi-année, les cours des matières se sont totalement effondrés. Et pour des raisons, mais on va dire, qui étaient absolument pas anticipables. Je vais prendre l'exemple de la filière des papiers et cartons. Certains papetiers en fait ont arrêté de produire en fait du papier en Europe parce que en fait l'énergie était trop chère, l'électricité pour produire du papier était trop chère et ça leur coûtait trop cher de fabriquer du papier dans cette période. Ce qui fait que ça a cassé la croissance du chiffre d'affaires. Et donc il est finalement inférieur à celui de 2021. Non, 2022, on sera en croissance par rapport à 2021 et ce serait une année, on va dire, ce sera une année moyenne. À l'équilibre néanmoins. Oui, non, mais toutes nos entreprises sont positives. Oui. D'accord. Et je regardais les chiffres en 2017 qui a été publié, c'était 140 millions de francs de chiffre d'affaires, donc un peu plus qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est exactement la même base comparable, mais est-ce qu'on est sur un secteur qui va quand même croître? Non, vous comparez les chiffres de 2017 avec ceux de 2021 ou 2022. Je pense qu'en 2017, 140 millions, c'était les chiffres cumulés, ce n'était pas les chiffres consolidés. Donc 118, 120 millions, les chiffres que l'on vous a communiqués, sont les chiffres financiers consolidés du groupe. En cumulé, on va faire 150 millions. Voilà. Et pardon, est-ce que le secteur va continuer à croître? Je pense que le gisement à proprement parler de déchets ne va pas continuer à augmenter, et c'est une bonne chose, une vraie bonne chose. En revanche, les techniques nous permettant de mieux valoriser, de mieux recycler les déchets vont continuer à progresser, et donc notre modèle d'affaires va continuer à évoluer vers les métiers du recycling et les métiers de la valorisation. Est-ce que vous avez été impacté par la crise énergétique dont vous avez parlé tout à l'heure? Évidemment, il y a du transport, en tout cas dans l'activité de collecte, mais peut-être aussi dans les autres activités. Ça a été aussi des coûts pour vous supérieurs en 2022 en raison des conséquences directes ou indirectes de la crise en Ukraine en particulier?
Alors, j'imagine que, comme toute entreprise, il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. Évidemment, le prix du pétrole a largement augmenté en 2022. Pour autant, nous avons un programme Net Zéro 2025 qui nous permet d'alimenter notre propre flotte de véhicules avec notre propre biocarburant, parce qu'on est producteur de biocarburant. Donc, ça a très largement limité l'impact du coût du pétrole, principalement pour les flottes de nos véhicules. Donc, il y a quand même un effet négatif parce que l'ensemble de nos véhicules ne fonctionnent pas encore au biocarburant, 100% au biocarburant, une partie seulement, une grande partie, 60%. Mais il y a des aspects aussi très positifs. Je prenais tout à l'heure le cas des huiles végétales usagées, mais je prends l'exemple par exemple du bois énergie. On est un gros producteur de bois énergie de Suisse. Et forcément, les cours du bois énergie ont beaucoup monté, tout simplement parce que le cours du gaz, le cours de l'électricité, le cours du pétrole ont beaucoup monté. Donc tout ça contrebalance certains effets négatifs. Voilà. Le bilan général, on va dire, ça s'équilibre. Un peu comme toujours dans l'économie globale, finalement, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et finalement, tout s'équilibre. Vous parlez de biocarburant, alors sacrée flotte quand même, Helvetia Environnement, 350 camions, 10% si mes chiffres sont bons fonctionnent aujourd'hui à l'électrique. Il y a d'autres carburants qui vous intéressent, l'hydrogène par exemple, on pense au projet Go, on a beaucoup parlé dans les médias l'an passé, qui associe Migros, Green GT, l'ARAG, les SIG, la Fondation Nomade aussi, le but de créer un camion qui puisse fonctionner à l'hydrogène. Vous seriez partie prenante pour un tel projet ? On a été à l'origine dans ce projet et on a décidé de ne pas continuer. L'hydrogène est une très belle technologie, c'est une technologie d'avenir, ce n'est pas une technologie mature, il faudra encore certainement du temps pour arriver à ce qu'elle soit à maturité. Ce que je crois surtout, c'est que l'hydrogène conventionnel est très polluant. Donc l'hydrogène n'a d'intérêt que si on produit de l'hydrogène vert. Là, on parle d'une filière hydrogène verte. À partir d'une source hydrogène verte. Oui, sauf que l'hydrogène vert, c'est un peu comme le biogaz. On est aussi producteur de biogaz. On a un projet en partenariat avec les services industriels de Genève qui s'appelle Pôle Bio, qui est en train de voir le jour et qui produira une bonne partie du biogaz du canton de Genève. Et j'en suis ravi. Mais on voit que la production de biogaz, c'est encore très limité par rapport à la consommation générale de gaz. Donc, ces alternatives énergétiques font du sens, oui, si à la base, elles sont produites comme des énergies vertes. Voilà, et où on n'est pas simplement dans un discours marketing, ok, l'hydrogène, très bien, ok, ça paraît comme ça, quelque chose de très séduisant, oui, si c'est de l'hydrogène verte. Ce que vous nous dites, c'est qu'on n'est pas prêt. La technologie n'est pas encore prête pour l'installer dans vos camions, cet hydrogène. C'est plus que la technologie, c'est toute la filière. Parce que faire tourner un camion avec une motorisation hydrogène, c'est finalement pas très compliqué en soi. En revanche, produire de l'hydrogène verte, stocker l'hydrogène verte, distribuer, puis ensuite alimenter des poids lourds, toute cette chaîne-là, elle est complexe. Et elle n'est pas simple à mettre en œuvre. C'est ce que souhaite faire exact. Le projet Go. Pourquoi ne pas s'y associer ? Parce que nous avons fait le choix, du biocarburant, de l'électrique vert, voilà, et troisième, c'est celui du biogaz, puisqu'on va être producteur de biogaz. Donc, moi, je m'inscris dans une logique d'économie circulaire. J'essaye d'être en autonomie, de produire et de valoriser, de produire de l'énergie à partir des déchets que l'on a valorisés. Pour terminer cette deuxième partie, Vincent Chapelle, une question plus générale sur les conditions cadres en Suisse. En 2017, dans la GFI, forcément, vous déclariez que la Suisse était en avance il y a 25 ans, mais aujourd'hui, elle accuse un retard gigantesque. Elle est devenue le mauvais élève de l'Europe. Alors maintenant, ça c'était en 2017, maintenant en 2023, où est-ce que l'on est ? Est-ce que des changements législatifs ici en préparation, on pense à la loi sur l'économie circulaire, vont changer la donne ou on a rattrapé notre retard ? Alors, malheureusement, depuis 2017, on a plutôt stagné quand les autres pays en Europe, et sans même parler des pays émergents, ont plutôt progressé, et progressé bien plus vite que nous. Effectivement, il y a 25 ans, quand la Confédération a décidé l'interdiction de la mise en incinération, de la mise en décharge des déchets pour l'élimination via l'incinération, quand elle a mis en place les principes de type pollueur-payeur, c'était vraiment des décisions totalement avant-gardistes et qui ont façonné l'ensemble du monde des déchets en Suisse. Le tri à la source tel qu'on le connaît a trouvé son origine dans cette loi, cette première loi sur la gestion des déchets en 1991. Depuis, les choses ont peu évolué. Or, le monde a beaucoup évolué, les pratiques ont évolué, les modes de vie ont évolué.
Et aujourd'hui, clairement, depuis 2017, on recycle globalement 48-49% des déchets. Et puis on stagne. Voilà. Quand nos voisins allemands Les lois en préparation, rapidement pour conclure, elles vont changer cette donne. Elles nous permettraient de changer la donne. la nouvelle loi économie circulaire qui est en cours de discussion au Parlement, les discussions viennent d'être terminées à la commission environnement, refont complètement le panorama. Et c'est vraiment une très très bonne loi. Il y a des choses extrêmement positives. En particulier, elle inscrit, pas dans la Constitution, mais dans cette loi, on va dire, socle, les principes que, 1, on doit réutiliser, 2, on doit recycler, 3, on doit valoriser en énergie, et 4, on doit seulement éliminer. Mais on élimine à la fin, c'est-à-dire que ça introduit un maillon supplémentaire, c'est celui de la valorisation en énergie des déchets. Évidemment, après celle de recycler et de préserver la matière. Mais au moins, on a utilisé de façon efficiente la matière, la ressource disponible. Et cette loi, elle a changé, je crois, pas mal de choses. Oui. Pour terminer, Vincent Chapelle, cap ou pas cap? Alors, première question. En hiver, par moins 10 degrés, sur un vélo électrique, comme vous le mentionnez, vous êtes capable ou pas capable? Vélo. Mais même par moins 10 degrés. Vélo. Tous les jours, vélo, qu'il pleuve, qu'il Cap. vente, Donc qu'il c'est neige. Cap. Une semaine sans aucun déchet, vous seriez cap? Non, pas cap. Garder le même smartphone pendant 10 ans. Cap. Compenser complètement le bilan CO2 d'un voyage en avion, je crois que vous y avez répondu tout à l'heure. Cap. Ça coûte combien? Ça coûte à peu près 5% du coût du billet d'avion. Raisonnable. Ce qui est finalement très raisonnable. Merci beaucoup Vincent Chapelle d'avoir été avec nous aujourd'hui sur le plateau de B2B. Merci à vous. Merci Frédéric Lelièvre. Merci Vincent Magny. On va se retrouver la semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouvelles entrepreneuses et entrepreneurs en Suisse romande. Portez-vous bien d'ici là et à bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. L'assureur des entreprises et des indépendants.